prochaine du marché aux agriculteurs. Il y aura aussi une expansion de réseaux thématiques existants et seuls les résultats seront mis sur la plateforme pour l'agriculture par laquelle le contenu scientifique pour l'utilisateur sera prêt à consulter jusqu'à 2031. Ce graphique ici, ce slide, il présente mieux l'objectif de notre monde, qu'il y aura une interconnexion avec entre le nutriment, l'entreprise qu'ils fournissent de technologies et produits. Aussi, il y a un échange avec l'agriculture et le nutriment, une communication où nous demande des agriculteurs de répondre à un questionnaire pour améliorer des idées pour connaître de différents produits et des exigences qu'ils ont. Et la plateforme Nutriman aussi offre des conseils et des recommandations, mais non seulement, offre aussi des connaissances pratiques que je aimerais plus ou moins vous expliquer mieux en concret qu'est-ce que c'est la plateforme. Cette plateforme offre de différentes éléments comme la description principale des caractéristiques des produits de la technologie, le lieu direct pour un engagement approprié dans l'agriculture. Ils sont disponibles aussi de fiches d'information, d'infographiques, de matériel audiovisuel. Et tout ce travail est grâce à les partenaires et aussi des entreprises qui ont accepté de contribuer, de travailler avec les projets de Nutriman. Maintenant, j'aimerais vous présenter le lien de ça, la plateforme de projet de Nutriman. Ici, vous voyez le bouton en 8 langues différentes. Nous avons aussi la langue française. On clique sur la langue française, il s'ouvre cette page que vous voyez, qu'il offre. Ici, vous trouvez des produits où vous avez la possibilité de le consulter, mais aussi de technologies. Et comme les technologies, vous avez la possibilité de le consulter. En plus, la consultation de l'agriculture, des agriculteurs, c'est une page où vous pouvez aussi cliquer et répondre à des questionnaires. Mais aussi, vous avez la possibilité de consulter des newsletters qui des gens de vieux newsletters qui sont publiés, mais non seulement, si vous voulez rester au courant et connaître plus de projets de Nutriman, il y a la possibilité de vous inscrire à la newsletter de Nutriman. Je continuerai avec la caractéristique, comme déjà vous expliqué sur la plateforme agriculture de Nutriman. Vous avez possibilité de consulter les technologies et ces types de technologies sont divisées par catégories. La première catégorie, c'est la récupération biologique de nutriments, compostage digestion, anaérobie, technologie à base de microalgues. La deuxième catégorie, c'est la précipitation de phosphore provenant de lisier, des eaux usées et des eaux de drainage. La troisième catégorie, c'est la récupération thermochimique de nutriments. Et la quatrième catégorie, c'est la récupération physico-chimique d'azote, de fumière, de digestate et des eaux usées, séparation de procès de membrane. La plateforme offre aussi la possibilité de contacter directement le vendeur et le vendeur et le producteur de cette technologie, mais aussi de consulter le développement de chaque technologie. Maintenant, j'aimerais vous
présenter la technologie nombre 193 pour mieux expliquer et aussi la plateforme comme vous pouvez trouver les différentes informations par rapport à ces technologies. Le titre de la technologie, c'est la technologie de pyrolyse à zéro émission très rare, recyclé, réutilisé, réduit pour la récupération de phosphore d'animaux de qualité alimentaire en biophosphate. Cette technologie fait partie de la catégorie de la récupération thermochimique de nutriments dans la subcatégorie de la récupération réductrice thermochimique de phosphore. La provenance est de l'UNCRA et le producteur et le vendeur, et c'est la très rare agrocarbone. L'objectif spécifique de la technologie très rare est d'améliorer la valeur ajoutée et la valorisation de sous-produits d'animaux d'origine alimentaire pour leur valorisation comme un gras à obtenu de phosphore d'origine organique après transformation de méthodes thermothermiques et biotechnologiques associées. Le produit d'animaux bon chair, biophosphate, est obtenu à partir de brouillons d'eau différents de types d'animaux destinés à l'alimentation principalement de bovines. Cette matière primaire ayant déjà été traitée à 533 degrés sous 3 barres de pression pendant 20 minutes. L'avantage de la technologie, les avantages de ces technologies sont différents. Ils consistent à la récupération de phosphore économiquement concentré à partir des eaux d'animaux de la qualité alimentaire qui pourrait potentiellement fournir des sources alternatives abondantes de nutriments qu'il présente une efficacité agronomique similaire à celle de la roche de phosphore extrait d'un grain et de phosphore de trait chimosystémique. Mais non seulement, il offre une solution à émission de pollution zéro pour la conception primaire où tout le flux de matériaux sont recyclés et réutilisés. Le processus TRAIR ne produit pas d'émissions nocives et le produit est sûr pour être utilisé. En plus, la plateforme que je vous montrer vous offre la possibilité de consulter le document en langue française, mais non seulement, et aussi le télécharger. Le document que la plateforme vous offre sont le résumé de la pratique EPIAGRI, le fiche technologique et les applications pédagogiques. Et je voudrais vous montrer mieux, comme ça vous avez la possibilité après de vous consulter à votre nécessité. Ici vous trouvez la page en français, le nom de la technologie est en anglais, mais il y a la possibilité aussi de la langue française. Ici à la fenêtre gauche vous avez la possibilité de consulter l'information base comme le nom de vendeur, le contact et aussi le site web et la provenance que j'ai déjà dit. En plus bas, vous trouvez la fenêtre avec la langue, les langues, vous sont les 8 langues différentes. Vous cliquez sur la langue française. À la fin de sa fenêtre, vous avez la possibilité de consulter sur le sommaire le document EPIAGRI et le document comme l'infosheet. Je voudrais vous montrer l'infosheet parce que je pense que c'est la plus intéressante, mais non seulement vous avez la possibilité ici d'informations clés, la présentation, le positionnement et intérêt de processus et aussi, comme vous voyez en couleur rouge, le contact avec nom, société, web et l'adresse email de le contact de vendeur. Maintenant,
Je voudrais vous expliquer brièvement aussi la plateforme vous offre aussi la possibilité de consulter des produits et les produits aussi sont divisés par catégories. Ils sont divisés par 5 catégories. La première catégorie, c'est la compost et digestate de biomasse. La deuxième, c'est le cendre. Le troisième se trouve vite et autres produits phosphate. Le quatrième, biocharge et biophosphate. Et le cinquième, c'est eau épurée de concentré azote minéral. Euh, vous aussi avez la possibilité de consulter, c'est ça la page en français. Ici, vous trouvez la catégorie principale compost et digestate de biomasse. Et ils sont sous-divisés pour sous-catégories. La première catégorie de compostate. Ici, vous avez la définition de compostate si vous avez nécessité. À lire de droite, vous avez tous les produits que vous pouvez cliquer et consulter. Moi, je voudrais vous présenter le produit 192 qui est le produit biophosphate à haute densité en nutriments produits à partir des eaux d'animaux de qualité alimentaire, une teneur de phosphate d'un grain de plus de 30%. Par le procédé Dreher zéro émission pyrolyse, ce produit fait partie de catégories de biochar et de biophosphate et dans la sous-catégorie de biophosphate. Ce produit s'appelle le biophosphate d'animaux ABC, un produit naturel à structure macroporose et à forte concentration de phosphate recyclé. Les produits ABC biphosphate sont formulés en bioazote, biophosphate, mais non seulement en formation de demande d'utilisateurs ou de marché aussi bien pour l'agriculture raisonnée que pour l'agriculture biologique. Le produit biophosphate contient une qualité élevée de phosphore majeur de 30% et de calcium de 37% qui sont traités pour être disponibles pour le plant et qui permettent un approvisionnement en phosphore efficace, écologique et naturel renouvelable. Le biophosphate ABC contient aussi des autres oligominérales comme le potassium et magnésium. Ce produit est sur le marché aussi a fait ses preuves sur le terrain avec des effets agronomiques valides, plusieurs essais de culture en plein champ et en serre ont été effectués comme en Italie, en Hongrie, en Danemark, en Pays-Bas et en Slovénie. Mais ces produits offrent aussi peut être utilisé dans différentes conditions climatiques et pédologiques. Et ce produit est déjà autorisé pour l'Union européenne. Le type d'agriculture que vous pouvez utiliser sont l'agriculture biologique, raison et conventionnelle. Et la plateforme aussi pour ce produit vous offre la possibilité de consulter la documentation et de télécharger. Et l'importance, vous voyez ici, ici c'est la page, comme déjà expliqué l'information basique. Cliquez sur la langue française. Et aussi, vous avez la possibilité, en ce moment, je vous présente un autre document qui c'est le matériel d'information où vous avez toute l'information nécessaire. Qui est le produit, qui est le vendeur et aussi quelques explications en plus de ce produit.
Je suis arrivée à la fin pour dire pourquoi REFL a accepté d'être partenaire de ce projet, parce que nous pensons que l'agriculture et l'industrie alimentaire dépendent fortement de ressources pour la production et l'aspirant à une durabilité à long terme. Dans ce contexte, il est urgent d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition vers une agriculture basée sur la connaissance. Nous pensons aussi qu'il est essentiel de diffuser aux agriculteurs les connaissances et l'information sur l'innovation par rapport à la technologie et les produits que je vous présentais, mais aussi la récupération de l'azote et de phosphore qui ne sont pas suffisamment exploités. Mais aussi, c'est important pour nous d'informer notre organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs pour les aspects de règlement européen de 1909 de 2019 établissant des règles concernant la mise à disposition sur le marché des produits de fertilisants de l'Union européenne. Le dernier, mais non moins importante, qui est la plateforme aussi, offre des conseils pratiques et des recommandations que nous pensons que peut être utile à vous. Je terminais, je vous remercie. Je laisse la parole à Monsieur Jean-Philippe qui parlera de vous de fertilisants, de règlement européen de fertilisants et des autres produits. Merci. Bon, bonjour à tous, merci Eriselda. Alors je vais essayer de récupérer. Alors, partage d'écran des autres. Oui, ok, je pense que maintenant il est possible. Ok, parfait. Très bien. Donc, vous pouvez me confirmer si vous voyez bien le PowerPoint, enfin le diaporama matière fertilisante du nouveau en France et en Europe? Oui, c'est bien ça. Parfait. Donc, attention. Bon, allons-y. Donc, bonjour à tous, Jean-Philippe Bernard. Donc, je travaille pour la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime et je participe, j'allais dire, la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime participe également au projet Nutriman avec deux autres chambres, j'en parlerai tout à l'heure. Et je suis dans le cadre du webinaire organisé par l'ARFL. Je vais vous parler assez rapidement du nouveau règlement de matières fertilisantes donc européen et puis un petit peu de la situation en France sur ces aspects-là. Alors, donc on a un nouveau règlement, donc Union européenne, qui est sorti donc en juin 2019, le 5 juin précisément, et qui établit donc les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants qui seront qualifiés donc fertilisants UE, et qui modifie un certain nombre de règlements et surtout qui va abroger le règlement actuel, donc CE de 2003-2003, qui statue à l'heure actuelle en Europe sur un certain nombre de matières fertilisantes. Bien. Donc c'est un règlement assez important, d'abord parce qu'il est assez volumineux, 116 pages, donc ça veut dire qu'il traite effectivement de beaucoup de choses et qui va, j'allais dire, faire une petite révolution culturelle au niveau européen et donc aussi en France sur la réglementation qui s'applique aux matières fertilisantes et aux supports de culture. Bien. Ce règlement, il a plusieurs motivations. La première, c'est de favoriser l'usage de produits issus du recyclage. C'est la première considération. Et elle s'applique en particulier aux effluents d'élevage, mais pas que. Comme l'a présenté déjà Eriselda, vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas obligatoirement issus des effluents d'élevage ou des produits animaux, qui peuvent, donc être utilisés dans le cadre de ce règlement. Il faut voir que cette orientation est une orientation stratégique de l'Union européenne qui veut s'affranchir de la dépendance à un certain nombre de matières premières appelées critiques. Des matières premières de type énergétique, donc carburant, ça va
impacter l'azote synthétique et des matières premières d'origine d'extraction. Donc ça concerne plutôt les phosphates. Le principe de l'Union européenne, c'est de considérer qu'on est beaucoup trop dépendant des ressources étrangères, enfin hors Union européenne, de ces matières premières, et qu'il faut essayer de limiter le plus possible cette dépendance en développant vraiment une utilisation, une production de matières fertilisantes à partir du recyclage d'un certain nombre d'effluents et de déchets. Bien. Un autre élément important dans ce règlement, c'est d'essayer de constituer une base de référence commune pour décrire les matières fertilisantes et pour favoriser leur circulation au sein du marché européen. Enfin, donc, un troisième principe, là, qui concerne plutôt les aspects environnementaux, santé publique, santé humaine, santé animale, c'est d'essayer de surveiller un certain nombre d'éléments d'innocuité, en particulier le cadmium, donc, qui est un élément trace considéré comme, je dirais, dangereux, toxique à un certain niveau. Ce n'est pas un oligo-élément du tout. Donc, c'est en particulier un des éléments d'innocuité qui est véritablement ciblé dans le cadre de ce règlement. Alors, il faut voir que le règlement est paru en juin 2019, mais il n'est pas encore d'application. Il sera mis en application le 16 juillet 2022, ce qui peut vous permettre de comprendre pourquoi vous avez un certain nombre de programmes de travaux dits de recherche-développement ou autres qui sont actuellement en cours pour justement préparer l'application de ce règlement. Alors, le principe du règlement, j'essaye d'être assez synthétique pour ne pas être trop long et pour aussi éviter d'être trop compliqué. Vous avez trois principes qui concernent les fertilisants, matières fertilisantes en tant que telles, et puis vous avez aussi une série de consignes, enfin d'éléments qui concernent la production et notamment les producteurs. Je précise d'ailleurs que ce règlement ne s'intéresse qu'en fait qu'à la production. Le règlement n'intervient pas sur tout ce qui est conditions d'utilisation, c'est pas de son ressort, et ce sera aux producteurs justement de donner tous les éléments nécessaires pour l'utilisation de ces matières fertilisantes nouvelles qui apparaîtront ou qui pourront être commercialisées grâce au règlement 2019-1009. Ce sera donc de la responsabilité du producteur, notamment de fournir toute la documentation technique ou tous les éléments techniques pour l'utilisation. Bon, ce n'est pas une règle nouvelle en tant que telle, ça c'est ce qu'on connaît déjà, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, mais c'est, j'allais dire, mis un peu plus en avant dans le cadre de ce nouveau règlement Union européenne. En ce qui concerne la définition et la notion de fertilisant, la première des choses, c'est que les matières fertilisantes et supports de culture seront définis dans des catégories fonctionnelles de produits. On utilisera surtout l'acronyme anglais PFC, un Product Functional Category, donc qui sont définis dans une annexe assez importante du règlement, et que ces fertilisants seront produits issus de la transformation de matières constitutives qui elles-mêmes seront décrites dans des catégories de matières constitutives. Ça, c'est l'annexe 2. Et puis, ce règlement donc, fournit aussi toute une série de règles concernant l'étiquetage, dénomination, spécification, etc., qu'on va trouver dans l'annexe qui suit, l'annexe 3. Alors, en ce qui concerne donc, le producteur, j'ai parlé déjà de la mise à disposition et de la fourniture des informations techniques, et il a aussi comme obligation de faire faire une évaluation de la conformité de ses produits et de fournir une déclaration de conformité de 5 ans. Alors, ce point, pour moi, est assez important parce qu'il va introduire un vrai choc culturel en France. Parce qu'en France, jusqu'à présent, la règle première, c'est l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire c'est un engagement de l'administration, c'est un engagement d'État de la qualité et de la validité de la matière fertilisante, enfin du produit, fertilisant ou de engrais, amendements, etc., pour son utilisation. Le règlement va permettre l'introduction en France de matières fertilisantes dont la conformité sera non pas garantie par l'État, mais elle sera garantie par le producteur en tant que tel, éventuellement par un tiers qui sera chargé de faire la conformité, de faire l'évaluation de la conformité. Donc ce ne sera pas tout à fait la même chose au niveau européen que ça l'est actuellement au niveau français. En ce qui concerne les catégories fonctionnelles de produits,
les CFP en français ou PFC en anglais. On va retrouver un certain nombre d'éléments habituels et puis quelques nouveaux. Donc on a comme première catégorie les engrais, qui sont eux-mêmes sont décomposés ou ventilés en différentes sous-catégories, à savoir les catégories donc organiques, solides ou liquides, organominéral, solide ou liquide, et inorganique, solide, liquide, avec une décomposition intermédiaire si on considère qu'ils sont un macroélément, c'est-à-dire avec les éléments primaires, enfin les éléments principaux considérés dans la fertilisation, à savoir N, P, K, puis CAMG, S, ou si ce sont des engrais avec oligoéléments, donc cuivre, zinc, etc., bore et autres. Vous pouvez constater une chose, c'est que d'abord, ce sont des appellations qui sont très génériques et aussi on perd le principe de l'engrais minéral. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur organique et ou minéral, on est sur organique et inorganique, ce qui d'une certaine façon est une manière de marquer l'importance que ce règlement veut donner justement au recyclage des résidus et des effluents organiques. En catégorie numéro 2, on va trouver donc les amendements minéraux basiques. Donc ça, c'est une catégorie qu'on trouve également en France, qui fait l'objet d'une norme d'ailleurs. On va trouver une catégorie 3 plus générique qui est amendement du sol, alors considéré comme soit A organique, soit B inorganique. Alors très personnellement, je ne sais pas si on va avoir une vraie distinction de produits entre le 2 et le 3B, parce que je n'ai pas trop connaissance d'amendement du sol inorganique qui ne serait pas basique, mais bon, admettons. En catégorie 4, donc on va trouver les supports de culture. En catégorie 5, on va trouver les inhibiteurs, donc nitrification, dénitrification et d'uréase, qui sont plutôt considérés comme des adjuvants agronomiques, mais qui sont décrits en tant que tels. On va trouver en catégorie 6 les biostimulants des végétaux. Donc ça, c'est aussi une nouvelle catégorie qui apparaît dans le code rural français depuis à peu près 5 ans. Et puis, on va trouver en catégorie 7 la combinaison des précédentes. Alors, si on va un peu plus dans le détail de ces catégories, donc on voit au niveau européen les définitions qui sont données. Bon, il n'y a pas vraiment de nouveautés ou de grandes surprises. C'est plus une façon d'avoir un langage commun au niveau européen. Donc, le fertilisant UE, donc c'est un produit, un matériau qui est censé apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons. Donc, même principe qu'en France, avec donc les catégorisations organiques, organominérales ou inorganiques. Vous voyez que dans la notion d'organique, on cherche vraiment, à part 3 cas de figure, à balayer, enfin à exclure tout ce qui pourrait avoir une origine extractive ou qui pourrait être considéré comme une ressource non renouvelable, donc les matières fossiles. Excepté tourbe, léonardite et lignite, ce qui reste des produits importants. Voilà, donc l'inorganique et l'organominéral sont définis un petit peu par rapport à l'organique. Amendement minéral basique, donc même chose qu'en France, qui n'est rien d'exceptionnel, donc un fertilisant qui a pour fonction de corriger l'acidité du sol. On va trouver donc la distinction entre les amendements ensuite du sol organique et inorganique. Donc on voit qu'en fait l'inorganique se définit par exception, enfin par défaut de l'organique. Donc, on n'a pas, par contre, d'éléments positifs agronomiques dans la définition de l'amendement organique du sol. C'est plutôt une définition de composition. Donc, des matières exclusivement biologiques. Alors, biologiques au sens général du terme, pardon, pas au sens d'agriculture biologique. Les supports de culture, bon, je n'ai pas mis de définition parce que c'est la définition assez classique. Les inhibiteurs, donc ce sont des éléments, enfin ce sont des matériaux, des substances qui ont pour fonction d'améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs d'un produit. Bien. Et puis donc vous avez les biostimulants, alors qui est une catégorie assez nouvelle et un peu universelle, puisque elle est censée stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs, aussi bien par efficacité d'utilisation, augmentation de la tolérance au stress, amélioration des caractéristiques du sol, amélioration de la disponibilité des éléments nutritifs. Donc c'est assez large, c'est un spectre assez large. Moi, personnellement, mon seul problème, c'est de savoir comment on va pouvoir démontrer ce type de capacité par l'expérimentation. Donc, puis la combinaison
donc la catégorie 7, combinaison, en fonction des éléments précédents. Si on s'intéresse aux catégories de matières constitutives, alors là, ça va être quelque chose d'assez compliqué, complexe à suivre, parce que le règlement donc de juin 2020 travaille beaucoup en référence à d'autres règlements ou directives européennes déjà existantes. Et donc, ça, c'est pas facile de déterminer, d'avoir une idée précise des catégories de matières constitutives. Je pense que c'est fait exprès de façon à pouvoir travailler sur un ensemble très large de matériaux. D'où d'ailleurs donc un grand nombre de catégories qui renvoient elles-mêmes souvent à des définitions proposées par d'autres règlements ou d'autres directives européennes. Par exemple, la catégorie numéro 1, donc substance ou mélange de substances à base de matière vierge. Donc, on n'a pas de spécification de dénomination précise dans le règlement matière fertilisante de 2020, mais par contre, on va être renvoyé au règlement REACH, c'est-à-dire au règlement qui établit le catalogue européen des matériaux, des substances, qu'il faudra éventuellement les consulter pour avoir une idée de ce qu'on peut identifié comme substance ou matière vierge qui peut permettre d'obtenir un produit fertilisant. Donc la catégorie numéro 2, donc les végétaux, alors là on est sur quelque chose qui est un petit peu plus précis comme dénomination, végétaux, donc tout, partie ou extrait. Alors, on va tomber sur des catégories qui sont assez étranges. La 3 compost, la 4 digesta agricole et 5 digesta autres. Un peu étrange parce que ce sont des matériaux qui sont déjà en France établis en tant que matière fertilisante. Donc là, on est un petit peu dans le cas du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on parle de compost de digesta qui, en principe, sont déjà des éléments qui sont susceptibles d'être utilisés, recyclés, éventuellement commercialisés en tant que matière fertilisante, mais qui apparaissent aussi comme matière constitutive de produits fertilisants. D'ailleurs, le règlement propose un certain nombre de spécifications techniques quant à l'obtention de ces composts ou digestats. La catégorie 6, donc on a les sous-produits des industries agroalimentaires, alors qui renvoient également à d'autres règlements européens. Les catégories 7, 8, 9 qui sont assez spécifiques, assez particulières, puisqu'on parle de micro-organismes ou de polymères, nutritifs ou non nutritifs. Donc, ce sont des dénominations un petit peu plus spécifiques. La catégorie 10 qui finalement est une ressource importante puisqu'elle parle des produits animaux. Donc là, on renvoie directement sur le règlement 1069 qui légifère, qui réglemente plutôt l'utilisation des sous-produits animaux, dont les effluents, ce que nous appelons en France les effluents d'élevage, mais aussi un certain nombre de sous-produits comme les eaux dont on parlait tout à l'heure. Et puis les sous-produits qui sont qui sont proposés par la directive déchets de 98, la directive de 2008, la directive 98 de 2008 qui établit les notions de biodéchets qui sont en principe des matériaux qui peuvent être constitutifs pour la fabrication de produits fertilisants. Voilà. Donc, je suis désolé, je ne peux pas être plus précis, puisque c'est fait exprès dans le règlement pour définir un domaine assez large de matières constitutives. Et après, il faut aller étudier dans le détail les autres règlements ou directives européennes pour essayer de repérer des dénominations, des spécifications un peu plus précises. Alors ça aussi, ça va être un petit choc culturel en France, parce que, on avait sous l'habitude soit d'avoir donc des produits mais qui représentent un volume assez restreint, qui sont définis par une autorisation de mise sur le marché, donc ce sont des produits qui sont très, très bien spécifiés, ou alors des produits qui viennent de différentes normes, et les normes en France ont l'habitude de spécifier très clairement, ou en tout cas relativement clairement, les dénominations et les spécifications qui les constituent. Là, dans le cadre du règlement européen, il va falloir apprendre à travailler avec une certaine, marge d'inconnu, ou peut-être de flou, en ce qui concerne la définition de nos produits fertilisants. En conséquence donc de l'application de ce règlement européen,
Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent, j'allais dire, qu'on peut déjà envisager, prévoir et qui vont intervenir dans nos considérations nationales. Déjà, ce règlement établit assez clairement la fin de statut du déchet, ce qui est une question en ce moment assez importante dans le petit monde des matières fertilisantes en France. Notamment dans le cadre de l'interprétation des normes matières fertilisantes. Le règlement statue très précisément que le composant d'un fertilisant UE cesse d'être un déchet en tant que tel et donc permet de sortir de la notion de statut de déchet pour passer à celle de produit commercial. En ce qui concerne les questions, j'allais dire, de pénétration et de possibilité de circulation des nouveaux produits fertilisants, le règlement prévoit qu'un État membre conserve la possibilité de faire retirer un fertilisant UE conforme dans la mesure où il ne répond pas à sa réglementation nationale. Ceci étant dit, la Commission européenne se réserve aussi le droit de faciliter la circulation des fertilisants qui respectent l'innocuité et l'efficacité. Donc je pense que lors de l'année d'application et je dirais dans les années qui vont suivre, on va avoir un travail assez important avec l'administration à faire pour déterminer tout ce qui est, j'allais dire, tout ce qui va pouvoir circuler facilement sur le marché français au titre de ce règlement et tout ce qui va être nouveau, qui normalement devrait pouvoir circuler au titre du règlement UE, alors que jusqu'à présent, il n'y en a pas la possibilité. Donc, il va y avoir un travail d'adaptation et d'ouverture qui ne sera pas obligatoirement facile à réaliser, aussi bien pour les utilisateurs, mais aussi également pour l'administration ou pour les structures, les organisations professionnelles agricoles qui travaillent dans ce domaine. Et puis, ce règlement se substitue en partie à la réglementation nationale, mais pas totalement, puisque pour les fertilisants qui ne seront pas, les matières fertilisantes qui ne seront pas comprises et qui ne sont pas décrites par le règlement de l'Union européenne, la réglementation nationale continuera de s'appliquer. Donc on pourra avoir encore en France des fertilisants qui ne transiteront pas par le règlement UE. Imaginons par exemple des produits qui sont réalisés à partir de bouts d'épuration. Pour l'instant, sauf erreur de ma part, le règlement de l'Union européenne ne le prévoit pas, mais éventuellement ça pourrait encore exister au niveau du marché national dans la mesure où c'est autorisé par une norme ou par un cahier des charges. En ce qui concerne l'actualité française, rapidement, on a une démarche tout à fait parallèle qui se met en place dans le cadre du programme gouvernemental d'économie circulaire, donc qui est présenté dans le document feuille de route économie circulaire avec 50 mesures pour une économie 100% circulaire. On a une mesure, la mesure 24, qui propose de valoriser tous les biodéchets de qualité dans le secteur agricole, celui-ci devenant donc un moteur de l'économie circulaire. Le principe, c'est donc alors la valorisation dont il est question, c'est de la valorisation agronomique, c'est-à-dire l'utilisation de ces biodéchets en tant que matériaux à caractère fertilisant, et donc avec un retour au sol pour, j'allais dire, pour la production culturale, en garantissant les aspects d'innocuité, la valeur agronomique, et en essayant de répartir de façon juste et équitable la plus-value qui pourrait en découler. Cette mesure, donc 24, elle se traduit à l'heure actuelle par la construction d'un pacte de confiance, donc qui a démarré en 2018, enfin dont la construction a démarré en 2018, et qui veut mettre en place des filières dites vertueuses de production de matières fertilisantes et donc d'utilisation, bien entendu, aussi de ces matières fertilisantes. Alors pour l'instant, ce pacte de confiance veut agir sur le renforcement des normes existantes et veut donner un coup de pouce à l'utilisation de fertilisants qui sont issus de ressources renouvelables. Donc on est dans une voie qui est tout à fait équivalente à la vision stratégique et l'ambition stratégique du nouveau règlement européen.
Donc, pour préparer cette application de règlement européen, et Griselda l'a mentionné dans son intervention, on a au niveau de l'Union européenne un certain nombre de programmes de recherche et développement qui sont mis en place, donc dans le cadre de différents programmes de financement. Là, je cite un certain nombre de programmes qui sont financés par le financement Horizon 2020, pardon. Et qui ont des aspects assez communs. Donc, vous pouvez voir le projet Nutriman. Vous avez également le projet Nutri2Cycle. Donc, la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime participe également à ce programme. Vous avez le programme qui s'appelle donc Circular Agronomics, le programme Lex4Bio, et puis un programme assez récent, Fertimanure. Donc, chacun ayant un peu ses spécificités, mais tous travaillant sur le principe d'optimiser et de développer l'utilisation de matières fertilisantes issues du recyclage. Donc, dans le cas de Fertimanure, c'est en particulier des effluents d'élevage. C'est le cas aussi de Nutri2Cycle. Pour Nutriman, on a donc un objectif opérationnel de connaissances prêtes à l'emploi pour ces produits fertilisants et puis pour les technologies qui permettent de les obtenir. Lex4Bio veut travailler aussi sur la collecte, l'utilisation de données régionales sur les stocks d'éléments nutritifs. Circular Agronomics, lui, veut plutôt travailler sur la partie agronomique avec la compréhension des flux actuels d'éléments fertilisants et de carbone pour en réduire les impacts environnementaux. Donc, j'ai terminé pour cette première partie. Si vous avez quelques questions pour les minutes qui nous restent encore. Oui, il y aura à la fin de la section de questions et la séance de demander des questions. Donc, j'enchaîne alors, Griselda. Oui, tu continues avec le premier. Alors, bien, donc, on revient, on va se recentrer sur le projet Nutriman, puisque donc Nutriman se place dans ce contexte de nouveaux règlements européens, mais on peut aussi, vous avez pu aussi constater que finalement, par rapport à l'évolution du contexte français, on est aussi, je dirais, dans les clous, on y répond aussi tout à fait. On va parler d'un certain nombre de quelques produits, et de ce qu'on peut justement, de ce qu'il est nécessaire de travailler encore actuellement. Donc le projet Nutriman, très rapidement, parce qu'Iriselda en a déjà largement parlé, donc réseau thématique de la gestion et du recyclage des nutriments. Donc on est conforme aux ambitions européennes, donc augmenter l'indépendance par rapport aux énergies et aux matières premières non renouvelables, et améliorer l'utilisation des matières fertilisantes qui sont, elles, issues de ressources renouvelables, notamment du recyclage, et qui sont considérées comme encore insuffisamment connues par les usagers. Donc, développer un réseau de connaissances prêtes à l'emploi sur les technologies de production et sur les produits qui en sont issus, donc les produits fertilisants dits biosourcés. Donc, dans ce projet, vous avez 3 champs d'agriculture qui participent. Donc, le membre du consortium, c'est l'APCA, l'Assemblée permanente des champs d'agriculture, qui est donc notre représentante nationale et qui est à Paris. Et puis, donc, en appui opérationnel, 2 chambres locales, donc la Chambre régionale de Bretagne et la Chambre départementale de Charente-Maritime. Donc, ça fait 3 chambres d'agriculture. Nous, ce que nous avons proposé dans le cadre de ce programme, c'est déjà de présenter un certain nombre de cas de produits qui sont issus du recyclage en France. Donc, de participer, bien entendu, à la traduction, au gros travail de traduction des documents techniques et des documents de communication, mais aussi d'essayer d'organiser des opérations de démonstration. Et dans ces opérations de démonstration, on a essayé de mettre en avant et de travailler sur certains produits. Alors, la réglementation française, qui est relativement restrictive, ne nous a pas permis de travailler sur les produits proposés par nos partenaires européens, parce qu'en fait, ce n'est pas autorisé en France. Même pour faire de l'expérimentation, il faut obtenir un permis. Et pour obtenir ce permis, de toute façon, il y a un ticket d'entrée demandé par l'ANSES qui est de 1 500 ou 2 000 €. Et de toute façon,
ce n'est pas une autorisation, l'ANSES doit donner son autorisation. Donc, dans le cadre du travail au sein de Nutriman, on n'avait pas le temps en fait d'attendre que les démarches administratives puissent se mettre en place. Et donc, on a décidé effectivement quand même de poursuivre de mettre en place des démonstrations et même un peu d'expérimentation, mais à partir de produits faits en France. Donc, vous avez un premier cas de produit qui est un compost de fumier plus algues, donc qui est repéré sur la plateforme Nutriman avec donc l'identifiant 540. Donc c'était un compost de fumier en tant que tel, c'est pas un produit nouveau en France, bien entendu. Par contre, le mélange fumier plus algues n'est pas encore très très répandu. Donc, c'est, d'après le règlement européen, il sera considéré comme un amendement organique, hein, donc PFC 3.A. Donc produit par une exploitation agricole en Charente-Maritime à partir de fumier de bovins, de fumier équin, de paille et d'algues, et en compostage à la ferme. Donc c'est un compostage qui est suivi sur des plateformes avec un suivi de température, mais qui n'est pas produit dans des installations particulières. C'est une technologie relativement simple à la base. Donc c'est un produit qui est relativement équilibré, qui n'est pas très concentré, loin s'en faut, puisque c'est un compost, hein, c'est un amendement organique, c'est pas un engrais, mais qui contient quand même un peu de tout, donc azote, phosphore et potassium, notamment le potassium, je pense, grâce à la présence des algues en particulier, qui contient également donc du magnésium, qui contient du calcium et qui contient un peu de soufre. Donc c'est un produit qui a une certaine richesse en matière organique, c'est pas les plus organiques, et qui présente en fait un C/N par contre relativement bas, donc on va voir justement une capacité de dégradation qui est pas mauvaise et un pH qui est plutôt basique. Donc c'est un produit qui peut être intéressant sur des sols qui ont des tendances un peu acides. En 2019, donc dans le cadre de nos démonstrations, on a fait je ne vais pas dire une expérimentation parce qu'on n'avait pas un protocole très, très élaboré, bien entendu, mais quand même, on a mis en place un certain nombre de placettes avec des apports, vous voyez, de 17, 35 et 70 tonnes à l'hectare pour faire un peu de démonstration. On n'a pas eu de chance cette année-là, parce qu'en fait, vous pouvez le voir sur le fond de carte à droite, en fait, qui est un support, c'est une image de télédétection qu'on a faite sur la parcelle, donc avec une modélisation d'un indice de nutrition azotée, le NBI, et vous pouvez constater qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence significative entre les 4 placettes, quel que soit le dosage. Donc c'était un peu décevant effectivement puisqu'on n'a pas eu d'effet particulier lié à ce produit. Donc on a cherché un petit peu avec de la modélisation. On a utilisé l'outil de modélisation qui s'appelle STIX de l'INRA. Et en fait, on a effectivement démontré que ce n'est pas le produit qui était à mettre en question, c'était plutôt nos conditions d'expérimentation, nos conditions de culture qui permettaient de l'expliquer, et que ça grâce avec l'outil de modélisation, parce que en conditions irriguées, en conditions non irriguées, vous pouvez voir qu'effectivement on a des rendements simulés qui sont assez bas et avec finalement une faible variation, donc de 26 à 36, où c'est vrai, on a dit qu'un taux de différence entre 0 et 70, mais vous pouvez voir qu'entre 17, 35, 70, on n'a pas une très très grosse variation. Et par contre, on avait quelque chose de beaucoup plus intéressant quand on passait en mode irrigué. Bien. Et en fait, donc, si vous regardez les deux graphiques sur la droite, vous avez en haut donc des 3 courbes en situation non irriguée et en bas, donc 3 courbes en situation irriguée. Donc la courbe rouge vous montre l'absorption de l'azote par la production culturale. Le bleu vous montre en fait la minéralisation de l'azote du sol et l'orange, enfin le jaune orangé vous montre la minéralisation du compost. Vous pouvez voir dans les deux cas de figure qu'on a une minéralisation du compost qui est relativement bonne. Par contre, les conditions climatiques et notamment la sécheresse qui démarre chez nous à partir de juillet, enfin même à partir de juin d'ailleurs, notamment cette année-là, vous pouvez voir qu'effectivement l'absorption d'azote par la plante a été assez limitée, puisque vous avez qu'un pic rouge sur le graphique du haut, alors que vous en avez 2, et donc une absorption doublée sur la courbe du bas.
Et vous voyez d'ailleurs que cet effet sécheresse va jouer aussi sur la courbe bleue qui représente la minéralisation de l'azote de la matière organique du sol, qui se trouve effectivement avec un petit coup d'arrêt à partir de juin-juillet, alors qu'en situation d'irriguer, elle reprend dès qu'on apporte de l'eau. Voilà. Un deuxième cas de figure, donc c'est un essai qui a été conduit par la Chambre régionale de Bretagne donc en 2019. Pardon, excusez-moi. D'abord, la description du produit. Donc, il s'agit des cendres de bois qui sont donc référencées sur la plateforme Nutriman avec l'identifiant 321. Alors, qui ont été qualifiés par mon collègue d'engrais inorganiques, donc PFC 1.C. Mais vous verrez avec la composition, on pourrait presque envisager une catégorie de type amendement basique. Bien, donc, à mon avis, soit une catégorie 3, soit une catégorie éventuellement 7, si on veut tenir compte de la capacité fertilisante aussi de ce produit-là. Donc, le producteur est une société donc, du Finistère. Ce sont des cendres de bois brûlés en chaudière, avec en fait deux composants fertilisants principaux, donc phosphore et potassium, avec, vous voyez, donc une concentration plus importante que dans le produit précédent, de fait, du magnésium et une valeur neutralisante de ces cendres de 45, qui en fait donc aussi qui lui donne aussi un aspect d'amendement basique non négligeable. Ce produit a été testé en 2019 donc, par mes collègues de Bretagne avec donc, des apports sur, vous voyez, aussi un système de test, de démonstration en bande avec des témoins et 3 doses de cendres. Et vous voyez effectivement j'allais dire donc pour mesurer l'intérêt de ce produit sur une production de prairies. Avec un suivi fait à l'herbomètre. Donc là, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, l'herbomètre est un outil avec un plateau qui permet de mesurer la croissance de l'herbe assez régulièrement. Donc, vous avez ici les résultats, quelques-uns des résultats donc, obtenus par mes collègues qui ont transformé les mesures sur les bandes avec cendre ou sans cendre en équivalent de tonnes de matière sèche à partir de l'estimation de la pousse de l'herbe. Et vous voyez sur le graphique, en fait, la restitution, soit sous forme de taux de croissance en kilogrammes de matière sèche par jour, soit carrément le rendement sur pied estimé par l'herbomètre en tonnes de matière sèche. Et vous voyez qu'effectivement, l'épandage de cendres a permis d'augmenter le rendement et qu'on a un taux de croissance qui est effectivement significatif, un taux de croissance supérieur de façon significative avec l'apport de cendres par rapport aux témoins sans cendres. Donc là, on a une démonstration tout à fait directe de l'intérêt de fertilisant de ce produit. Alors, fertilisant d'un côté, et très probablement, puisqu'on est en Bretagne aussi, avec un effet amendant, puisque en général, les sols bretons sont des sols plutôt à tendance acide. Troisième cas de produit, donc on est ici sur des fientes de volaille déshydratées, donc qui sont identifiées avec le numéro 370 donc sur la plateforme Nutriman. Alors là, on est sur un cas de produit qui n'est pas obligatoirement, qui n'est pas vraiment nouveau, parce que les fientes de volaille déshydratées sont décrites en France par la norme depuis un certain temps déjà, mais ça n'est pas non plus un produit extrêmement répandu. Puisqu'en fait, il faut avoir il faut installer certaines installations au sein d'une exploitation d'élevage pour pouvoir obtenir ce type de produit. Là, en l'occurrence, une exploitation de Charente-Maritime qui s'est équipée du procédé Seconov pour obtenir ces fientes de volaille déshydratées. Donc, il s'agit d'un produit de type engrais organique solide, donc PFC 1A1, d'après le nouveau règlement européen. Et effectivement, on a une composition qui est d'ailleurs, j'allais dire, relativement équilibrée en azote, en phosphore et en potassium, avec également un peu de soufre. C'est un produit aussi qui est très organique. Vous voyez un taux de matière organique de plus de 65% de la matière brute, et avec un C sur N relativement bas, donc de l'ordre de 7,1. Donc quelque chose qui est relativement biodégradable. C'est un produit également qu'on a cherché à tester en 2020, donc cette fois-ci. Cette fois-ci, on a essayé on a fait en sorte de le faire
dans un dispositif expérimental assez classique, en bloc. Vous voyez sur le schéma donc, une photo aérienne du dispositif qui a été faite. Vous pouvez même distinguer les repères au sol qui avaient été placés pour identifier les témoins zéro, donc les microparcelles qui n'ont rien reçu, les microparcelles dites témoins. Et puis vous avez donc identifié avec une ellipse bleue la modalité avec la dose calculée par rapport au rendement objectif. Là, il s'agit de blé, excusez-moi, c'est donc un essai de fertilisation de blé tendre d'hiver avec un rendement objectif de 65 quintaux à l'hectare. Et donc, la dose qui avait été calculée préalablement était de 164 unités d'azote à l'hectare. Donc, je vous ai repéré en bleu les micro-parcelles avec la dose en engrais minéral classique de l'urée, qui sert de référence. Et puis, vous avez les 4 répétitions de la modalité avec un apport de fientes de volaille déshydratée, donc la modalité numéro 12, qui se trouvait sur le nord de la parcelle, le nord du dispositif, pardon. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc, on a eu aussi des résultats qui étaient un petit peu décevants en termes de la production, puisque vous voyez donc le rendement moyen pour les micro-parcelles témoins était de 21 quintaux à l'hectare, avec la dose de 164 unités d'apport apporté par l'urée, on monte à 67 quintaux. Donc on atteint le rendement objectif, mais on n'obtient que 38 quintaux, donc bien plus que le témoin, mais quand même moins que l'engrais minéral, avec la fiente de volaille déshydratée. Donc pareil, pour expliquer ce type de résultat, et surtout pour apprendre à mieux gérer l'organique, on a regardé avec le même outil de simulation, donc STIX de l'INRA, et vous voyez donc 2 courbes. Alors, il y en a une qui est un petit peu compliquée à suivre à gauche, qui est en fait la courbe, donc c'est les 3 courbes d'absorption de l'azote par la production culturale. Donc en bleu, vous avez le cas du témoin, 0, donc sans engrais, sans apport. En rouge, vous avez avec la dose, prévisionnelle apportée sous forme d'urée, et en vert, vous avez la dose prévisionnelle apportée sous forme de fiente de volaille déshydratée. Et vous voyez que si au début, j'allais dire jusque mi-mars et même début avril, en fait, on n'a pas de grosses différences. À partir de la mi-mars, on va avoir une différence qui va apparaître entre les 3 courbes d'absorption, que ce soit le témoin, la dose urée ou la dose fiente de volaille déshydratée, avec effectivement des baisses. Alors ça va être dû aux apports, au rythme des apports, puisqu'on a eu 3 fractions apportées. Je vais vous montrer sur la diapo précédente. Vous voyez, les 164 ont été apportés en 3 fois, avec 40 unités donc au 14 février, 84 unités au 12 mars et 40 unités au 20 avril, sachant que ça a été donc la même fréquence d'apport, que ce soit l'urée ou que ce soit les fientes de volaille. Et donc, effectivement, on peut voir des améliorations de l'absorption en fonction des apports, mais aussi en fonction du climat. Puisque là, la présence d'eau va faciliter ou non l'absorption d'azote par la plante. Et on a effectivement des pics qui sont un peu différenciés en fonction du type de matériau. Et sur le graphique de droite, vous avez en fait l'évolution du stock de l'azote minéral du sol, qui est donc simulé par l'outil STIX. Et vous voyez effectivement qu'on a finalement un état du stock minéral qui reste le même pour les 3 micro-parcelles, jusqu'à fin à peu près mi-février. À partir de février, donc, à partir en fait des premiers rapports, vous allez avoir donc une forte augmentation dans le cas de la micro-parcelle avec l'urée, et une augmentation beaucoup moins forte avec la fiente de volaille déshydratée, puisqu'en fait, l'apport organique va mettre un certain temps avant d'être véritablement disponible. Et donc, on a effectivement une croissance assez forte en fonction des 3 apports du stock d'azote minéral dans le cas de l'urée, mais des augmentations qui sont beaucoup plus faibles dans le cas de la fiente de volaille déshydratée.
Et donc, avec une absorption de la plante qu'on voit qui se traduit par une diminution du stock minéral d'azote qui est assez forte au cours du temps, donc dans le cas de l'urée, et qui est moins forte dans le cas des fientes de volaille déshydratées. Et ça, ce qui est dû, à mon avis, enfin très clairement, au retard de libération, à la différence de rapidité de libération de l'azote par les fientes de volaille qui sont au départ, enfin dans le cadre de la fiente de volaille, puisque cet azote est au départ sous forme organique. Donc on a quand même un intérêt avec les fientes de volaille, c'est qu'on a moins de risques de lessivage, puisqu'on a moins d'augmentation du stock d'azote minéral dans le sol que dans le cadre de l'urée. Par contre, on a moins de réactivité, évidemment, du stock d'azote minéral, donc plus de difficulté de la plante d'absorber de l'azote dans le cadre des fientes de volaille. Mais en fait, le problème de fond là-dessus est que la fiente de volaille a été utilisée, apportée de la même façon que l'urée. Effectivement, le collègue qui s'occupait de cette expérimentation, donc qui a beaucoup plus l'habitude de travailler avec des engrais minéraux qu'avec des engrais organiques, a traité les deux matériaux avec le même programme de fertilisation. Et il est très clair qu'à ce niveau-là, on a encore beaucoup à apprendre pour l'optimisation de la fertilisation organique et l'utilisation des matières fertilisantes organiques, notamment dans les dates d'apport et dans le fractionnement et la répartition des apports. Dans le cadre du présent webinaire, on n'a pas eu, enfin du présent programme Nutriman, on n'avait pas l'occasion de faire des essais complémentaires ou d'autres essais, notamment pour tester d'autres formes de répartition de ce produit organique. Par contre, il est clair, de mon point de vue, que pour la mise en application du règlement européen et dans l'avenir, pour une meilleure utilisation de ces fertilisants biosourcés et d'origine organique, on va avoir un gros travail d'expérimentation à faire pour déterminer les meilleures procédures d'utilisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Philippe. Maintenant est ouverte la session de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Bonjour, donc Philippe Doge du CILEBAN, donc je suis responsable de programme en culture légumière et je m'occupe des aspects qui tournent autour de la fertilisation. Donc merci à vous deux pour vos présentations et pour cet atelier organisé dans le cadre de Nutriman. Moi j'avais des questions pour Monsieur Bernard. Concernant le règlement européen, d'abord, de ce qu'il en a compris actuellement, voilà, j'imagine que en fonction lors de sa mise en application, bien sûr, on va en apprendre davantage et puis se débrouiller avec ça et puis avec son interprétation. Vous avez dit que donc, un fertilisant doit appartenir forcément à une catégorie fonctionnelle de produits et peut appartenir à plusieurs catégories de matières constitutives, c'est-à-dire il peut être constitué d'un mélange de différentes origines, en fait, de matériaux de différentes origines. C'est le cas ou pas? Il peut être catégorisé comme ça, avoir plusieurs catégories de CMC? Je pense qu'il aura, oui, il y aura la possibilité d'avoir plusieurs catégories de CMC parce que si vous prenez par exemple le produit, le compost de fumier et d'algues, vous allez avoir les algues qui vont faire plutôt partie de la CMC 2, végétaux, tout partie, et puis vous allez avoir le fumier qui lui-même fera plutôt partie de la catégorie sous-produits animaux. Ou alors, s'il est déjà composté, il fera partie de la catégorie compost. Donc, de toute façon, à un moment donné, dans ces produits qui peuvent être des assemblages de différents matériaux,
Si vous prenez un compost de déchets verts, ce sera un produit fertilisant qui sera issu d'une seule catégorie. Alors là, d'ailleurs, ça va être assez amusant je pense, à discuter, parce que soit vous considérez que le compost est déjà obtenu et dans ces cas-là, c'est un produit fertilisant qui est issu de la seule catégorie, la CMC compost, ou alors vous considérez que le compost est le produit issu d'un traitement que vous avez fait à partir d'une catégorie de matière constitutive, donc ce sera plutôt la catégorie 2, végétaux ou sous-produits, les produits, végétaux, matière végétale, voilà. Mais je pense que de toute façon, dans les produits organiques qui sont souvent proposés comme des assemblages de différents de matières premières de différentes origines, vous risquez à un moment donné de trouver des PFC qui seront décrits comme engrais ou comme amendements, mais avec éventuellement plusieurs CMC qui apparaîtront. D'accord. D'accord. Merci. Concernant donc, le producteur, il devra faire évaluer son produit ou évaluer la conformité de son produit. Donc, c'est à la fois vis-à-vis des sources d'approvisionnement, même si ça, j'imagine qu'il doit le maîtriser s'il veut maîtriser la qualité de son produit, mais aussi de cette bonne définition de la catégorie fonctionnelle à laquelle il appartient, j'imagine, en termes de composition, et aussi dans la présence de cadmium dans son innocuité, en fait. C'est ça? Alors, il n'y a pas que le cadmium. En fait, le règlement européen, pour moi, il se présente un peu comme une espèce de méta-norme. C'est-à-dire qu'il reprend les principes qu'on connaît en France en normalisation, à savoir une fiche caractéristique avec des spécifications. Et donc, le principe, c'est de vérifier que le matériau produit qu'on diffuse obéit bien à cette fiche. Dans la fiche, vous allez trouver dans le règlement pas uniquement que des teneurs seuil pour le cadmium, vous en trouverez aussi pour les autres éléments traces, vous trouverez aussi peut-être des considérations sur le taux de matière organique ou le taux d'éléments fertilisants. Moi, je suis en train de travailler là-dessus justement pour voir un petit peu la comparaison avec ce qui existe déjà en France, pour voir s'il y a des choses qui vont vraiment changer ou pas. Parce qu'en France, vous avez des critères qui sont pas extrêmement élaborés, mais qui existent quand même pour définir la différence entre un engrais et un amendement, entre, savoir si on peut effectivement qualifier un matériau ou un produit comme un engrais. Il faut avoir plus de 3% dans l'un au moins des 3 éléments fertilisants majeurs, ou que le total des 3 fasse plus de 7%, enfin ce genre de choses. Donc, d'après le règlement européen, les producteurs qui voudront mettre leurs produits sur le marché devront justement faire évaluer la conformité de ces produits par rapport à ces spécifications qui apparaissent dans le règlement. D'accord. Alors, en ce qui concerne les spécifications du produit, pour moi, c'est relativement clair parce qu'effectivement, le règlement européen présente un ensemble d'éléments descriptifs. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal, je ne vous le cache pas, à me faire une idée, c'est pour les CMC. Parce que comme les CMC, les catégories de matériaux constitutifs ne sont pas vraiment décrites selon des dénominations, des spécifications, mais plutôt en référence à d'autres corps réglementaires, à d'autres textes réglementaires, ce n'est pas simple de voir jusqu'où le producteur devra aller dans la description des spécifications de son produit. Est-ce qu'il ira jusqu'à décrire les matériaux constitutifs, sachant qu'en plus, culturellement, ça va poser un souci, c'est qu'on n'a pas d'équivalent obligatoirement dans tous les pays. Oui. Si vous prenez par exemple, c'est un problème qu'on aborde à notre niveau dans les traductions, si vous prenez le terme d'effluent d'élevage, enfin effluent d'élevage en français ça a une signification assez propre, mais le terme de fumier en a une aussi, le terme de lisier également, mais dans la littérature anglaise, enfin en anglais, vous trouvez le terme de manure qui correspond aussi bien au fumier qu'au lisier. Oui. Or, les deux, en France, même par rapport à la norme française, les deux matériaux ont des spécifications très différentes. Différent, oui. Voilà. Si vous parlez d'écume de sucrerie, je ne sais pas si vous avez trouvé un équivalent dans tous les pays. Oui. Bon. Si je parle de vinasse, de distillation, par exemple, c'est un produit qu'on connaît relativement bien en Charente-Maritime, puisque c'est un des 2 départements de production du cognac.
Donc, on a une grande, une grande production de vin de distillation en Charente-Maritime comme en Charente. Est-ce qu'un vin de distillation et est-ce qu'une vinasse de distillation, on va trouver ça dans d'autres pays européens? On va trouver des résidus de distillation, certes, mais comme, voilà, est-ce qu'on pourrait considérer qu'une vinasse de distillation à La Réunion qui produit du rhum va être équivalente à une vinasse d'un vin hongrois? C'est pas évident du tout. Et c'est pas du tout évident qu'on trouve en fait des équivalences pour la description des différents produits, je dirais, dans tous les pays. Donc à un moment donné, ça ne va pas être simple de dire que ce qui est décrit avec des termes qui sont relativement clairs, parce que culturellement bien identifiés dans un pays, ça passe facilement en traduction dans un autre pays. Ouais, c'est là que l'harmonisation va donner des termes un peu génériques pour catégoriser ces Voilà. produits. Tout à fait, tout à fait. D'accord. D'ailleurs, ça joue aussi même un peu au niveau national. Il n'y a pas d'écume de sucrerie qui est recyclée en Charente-Maritime. Oui, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas de quota de betteraves sucrières. Voilà, donc on n'a pas de production de sucre. Et l'écume de sucrerie, c'est un produit qui est décrit dans la norme française, mais qui est quand même très spécifique à la région Hauts-de-France. Oui. Et, la région Centre-Val de Loire, parce qu'il y a quand même il y a quand même une ou deux sucreries encore dans le Loiret et dans la région, mais voilà, dans le sud-ouest et dans le sud-est de la France, je ne pense pas que ce soit des produits que vous trouviez en recyclage. D'accord, merci. Sinon, oui, j'avais une petite remarque sur le dernier essai que vous avez présenté sur les fientes de volaille déshydratées. Oui, je pense que c'est vraiment ça qui est en jeu, c'est le mode d'apport de cet engrais organique, la manière dont il est apporté et dont il est raisonné en fonction des processus de minéralisation qui se mettent en place et des besoins de la culture. Voilà, des besoins de la culture. Parce qu'on voit en fait sur la courbe de minéralisation du fumier, en fait, des modalités avec les fientes de volaille, on voit qu'il y a des petits pics, que ça se met à bouger. Et là, c'est au moment où la plante est en train d'absorber dans les conditions témoins. Au moment où il y a des besoins, il y a de la minéralisation qui se met en place, sauf que cet azote minéralisé est directement absorbé par la plante. Et donc, voilà, il est très utile. Donc, les fientes de volaille sont très utiles et très valorisées. Je pense que si vous faites des calculs d'efficience d'utilisation de l'azote, ce sera largement meilleur que pour la condition fertilisée avec l'engrais minéral. Mais c'est sur son positionnement au cours du cycle qu'il faut travailler. C'est le cas pour beaucoup d'engrais organiques. Ah bah, ça va être une vraie révolution culturelle pour nous. Moi, je l'ai constaté, justement, j'en ai discuté avec mon collègue qui a mis en place l'essai fertilisation. Bon, vous avez vu qu'il y a une modalité, en fait, il y avait 2 modalités fertilisation organique sur 13. Donc, tout le reste, c'est du minéral, c'est de l'urée avec soit différentes doses, soit différents fractionnements. Donc, ça vous donne une idée de l'importance de l'organique encore dans nos structures. Et à un moment donné, je lui ai demandé s'il avait déjà fait des essais de fertilisation qu'avec de l'organique. Il m'a dit jamais. Et donc, très clairement, lui-même a positionné, sans se poser de questions, les apports d'engrais des deux produits. Il y en avait donc un purement organique, mais fiente de volaille, et puis il y a un autre qui est proposé par la société Angibault, qui est un mélange guano de poisson et engrais minéral. Il a positionné ces 2 produits, il a raisonné l'utilisation et le fractionnement de ces 2 produits comme l'urée. On pourrait aussi, d'une certaine façon, si on veut pinailler, qualifier d'organique, parce que l'urée, à la base, c'est quand même un produit, issu de la dégradation organique, mais qui est quand même très, très facilement minéralisable, très minéralisable. C'est disponible rapidement. Voilà. Et je me suis même permis de faire une petite comparaison avec le fumier d'algues et de compost. Et j'ai observé avec l'outil de modélisation de l'INRAE 2 formes de minéralisation assez différentes. Je me demandais pourquoi. Parce qu'en fait, dans un cas, le compost a été épandu et enfoui. Et dans l'autre, comme la fiente de volaille a été apportée comme de l'urée, elle a été simplement disposée à la surface. Et donc, on a en plus des conditions de minéralisation qui sont donc moins confortables pour la fiente de volaille que si on avait fait un apport, au moins une fraction apportée plus importante, mais enfouie. On aurait eu un effet
de minéralisation beaucoup plus efficace. Ouais. Donc, on a encore beaucoup de boulot à faire pour bien gérer la minéralisation, la fertilisation organique. Et là, on parle de l'azote, et je ne parle pas non plus du phosphore, puisqu'on a quand même une part organique, du phosphore, une part d'organique dans le phosphore qui n'est pas négligeable dans ces produits-là. Voilà, il n'y a que le potassium qui ne posera pas de problème. Non, le potassium, il reste bien disponible, il y en a beaucoup. Ça va, ouais. D'accord, bah écoutez, moi je trouve cette démonstration intéressante et c'est vrai qu'il y a encore du travail là-dessus. Nous, on a des sols qui peuvent être parfois très riches en phosphore, mais peu biodisponibles, voilà, pour des raisons de pH un peu trop basiques. Et donc, on est aussi intéressé par toutes ces technologies qui pourraient éventuellement permettre une meilleure libération du phosphore et une meilleure utilisation du phosphore qui est déjà en place. Ça fait votre présentation, Iriselda, aussi sur le recyclage de ce phosphore d'origine organique issu des os de bovins. C'est quelque chose qui peut être intéressant éventuellement pour nous. Oui, si vous avez besoin de plus d'informations, on peut mettre en contact avec, parce que le vendeur et le producteur, il est le projet manager de Nutriment. Pour ça, si vous avez besoin, je peux vous mettre en contact avec lui. Ah oui, il faut que je consulte davantage la plateforme de technologie. Oui, oui. Je ne sais pas, il y a... pardon? Pour moi, c'est bon, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas, ils ont deux autres questions. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Avant de conclure, je voudrais demander à monsieur Marco Valentin, s'il vous plaît, si vous pouvez envoyer le formulaire de consensus firmé, signé, parce que j'ai envoyé vous un email, mais je n'ai pas eu de retour. Et monsieur Pascal Ego, aussi, s'il vous plaît, j'aurais besoin de formulaires de consensus signé parce que c'est très, très important pour nous. Et après ça, je vous remercie infiniment pour être ici et pour avoir eu la patience de nous écouter. Merci. Je vous envoie le formulaire dès ce soir et je vous remercie pour votre atelier. Merci beaucoup. Merci à vous. Excusez-moi, est-ce qu'on pourra avoir les présentations, les diaporamas de présentation? Est-ce qu'ils seront disponibles par mail éventuellement? Oui, pour moi, oui, je peux vous envoyer les présentations. Je ne sais pas, Monsieur Philippe, qu'est-ce que vous pensez? Non, il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer une version PDF de la présentation. Vous pourrez diffuser aux participants. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Et au moment que j'ai aussi la présentation de Jean-Philippe, je vais vous envoyer ensemble un email à tous les participants. Pas de problème. Promis. Merci. Merci à vous. Ok, je vous remercie encore. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Monsieur Iriselda, à une prochaine fois. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup.